Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité pour lequel nous recevons aujourd'hui Yves-Henri Oufol. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous présenter Journal d'un paria aux éditions de L'Artilleur qui rassemble tous vos bloc-notes que vous tenez donc depuis 20 ans maintenant dans les colonnes du Figaro. Mais ici, il s'agit des années 2020 et 2021. Un paria, vraiment, vous vous sentez paria? Vous êtes quand même libre de vos mouvements au Figaro, régulièrement sur CNews. C'est un titre, c'est une facilité d'éditeur ou vous vous sentez vraiment paria? Non, le paria s'explique non pas tellement par la somme des bloc-notes de ces 2 années-là, mais par l'introduction que j'y ai rajoutée à la demande de mon éditeur. D'ailleurs, c'est un petit essai d'une 60aine de pages dans lequel je décris l'état de sidération qui a été le mien quand le 12 juillet de l'année dernière, le président de la République a institué ce que j'ai appelé immédiatement un ordre hygiéniste, un état hygiéniste dans lequel ceux qui ne se pliaient pas à cet état-là a été considérés comme des sous-citoyens, avec une verbalisation ensuite du sous-citoyen qui a été faite par le président de la République lui-même en disant qu'il avait bien envie de les emmerder. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on exigeait de ce bon citoyen qu'il montre un pass sanitaire, qui allait devenir très vite un pass vaccinal, je me suis refusé à entrer dans cette logique-là, tout simplement parce que je ne la comprenais pas, je la trouvais excessive, je la trouvais liberticide, je la trouvais autoritaire, et de fait, je me suis retrouvé paria, naturellement un paria avec plein de guillemets, mais un paria quand même, malgré tout, c'est-à-dire quelqu'un d'indésirable, en tout cas dans les lieux publics les plus anodins, comme les bistrots, les restaurants, etc. Et donc je me suis écarté d'une partie de la vie commune, comme beaucoup d'autres. On a été nombreux à vouloir résister, à ne pas vouloir obéir, dans le fond, à ces exigences de l'état sanitaire. Donc oui, paria, même si effectivement j'entends bien que j'ai toute ma liberté pour m'exprimer, mais encore, Dieu merci, je l'ai. Et d'ailleurs, j'en profite pour essayer de secouer la somnolence de ceux qui acceptent de plier les chines au prix de leur sécurité sanitaire. Durant ces 2 années que vous avez chroniquées, on a oscillé entre sidération, abattement, révolte, et puis une des vertus de votre livre, c'est de pouvoir sortir de cette hypnose et de revoir des déclarations qui paraissent surréalistes aujourd'hui, ou qui auraient paru surréalistes peut-être il y a 2 ans. On repense par exemple à Édouard Philippe qui déclarait que la liberté allait redevenir la règle et l'interdiction l'exception, oui, en mai 2020. Ou plus récemment, Emmanuel Macron, vous y faites référence en conclusion du livre, qui a dit qu'un irresponsable, ainsi qualifiait-il les non-vaccinés, n'est plus un citoyen. Oui. Vous-même, dans ces 2 ans, quand vous retournez sur tout ce que vous avez dit, écrit et pensé, y a-t-il eu des évolutions dans votre pensée ou des choses qu'aujourd'hui vous n'assumeriez plus, même si vous n'avez pas changé un mot de ce que vous aviez écrit? Oui, d'abord, il faut le dire, je n'ai pas changé une seule virgule, et ce sont des chroniques qui sont écrites au jour le jour, naturellement, au fil des événements. Donc, je les ai relus aussi. Effectivement, j'ai eu ce même amusement à avoir des déclarations qui maintenant paraissent stupéfiantes dans leur certitude, dans leur brutalité. Et tout au début, je suis comme tout le monde, dans le fond, je suis sidéré et je suis prêt à avaliser le discours gouvernemental. Et à un moment donné, je crois d'ailleurs, je dis, il faut d'urgence effectivement se mettre en appui de la position du président, puisque a priori on nous annonçait 500 000 morts. Rappelez-vous, c'était 500 000 morts, et on n'avait pas les éléments de comparaison pour savoir d'où sortaient ces 500 000 morts. Alors là, j'aurais peut-être pu avoir un peu d'esprit critique au départ, mais je n'ai pas voulu l'appliquer à la première. Je me suis rattrapé la semaine d'après, mais la première semaine, je dis bon, il y a 500 000 morts, il faut peut-être quand même prendre ça au sérieux. Et donc là-dessus, oui, j'ai donné un aval a priori à cette position catastrophiste. Mais alors on peut m'en faire leur poche, mais je n'avais pas les éléments, j'avais pas suffisamment de retour. Je suis un journaliste, je suis un observateur, donc je regarde ce qu'on me donne, j'essaie de comprendre quels sont les éléments. Enfin bon, je fais un boulot journaliste. Mais très vite, je me suis tout de même rendu compte qu'il y avait là une instrumentalisation de la peur, une fabrique de la peur qui s'était mise en branle et qui m'a tout de suite interrogé, d'autant que face à ces discours apocalyptiques, je me suis rendu compte très très vite également que les spécialistes, les médecins, les scientifiques, qui nous disaient non mais attendez, bon, alors certains disaient c'est une grippette, ils allaient peut-être un peu fort, mais d'autres disaient non mais ce n'est pas si grave, etc. Immédiatement, ceux-ci étaient priés de la boucler, on disait d'eux qu'ils étaient des malades mentaux, enfin bon, il y a eu une sorte de fabrique de dissidents qui immédiatement s'est mis en place, et là du coup je me suis rédit, et assez vite,
et j'ai très vite reconnu ce qui s'apparentait pour moi à un mécanisme totalitaire. Alors naturellement, ce n'était pas le totalitarisme qui s'appliquait, mais tous les mécanismes d'une pensée totalitaire commençaient à devenir, et comme j'ai été formé moi-même dans ce rejet de la pensée unique, de la pensée conforme, de la pensée obligée, du totalitarisme, avec toute une partie de mon adolescence et qui s'est forgée elle-même dans les lectures des dissidents, les dissidents soviétiques, dissidents de l'Est, des dissidents chinois. J'ai été très, très vite réceptif à cette interdiction de penser, dans le fond. Voilà. Et pourtant, on a vu dans la sphère médiatique une violence inouïe s'exprimer, donc non pas des décideurs qui pourraient croire que je joue un jeu politique, mais des éditorialistes, des chroniqueurs. Vous les citez pour plusieurs d'entre eux. Vous parlez de Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion, qui parle de grand guignol, du directeur de VSD qui a dénoncé la France bas de plafond, du patron du Point qui a expliqué « Rien ne sert d'argumenter avec ceux qui dénoncent le pass sanitaire, ils vivent dans la pensée magique », et beaucoup d'autres. On a franchi un cap pour vous dans cette hargne médiatique. Je crois que tous les éléments étaient là au départ. C'est-à-dire que dans cette passivité de la presse et dans cette précipitation qu'a eu la presse à accompagner le discours officiel, à être du côté du manche, je pense que comme l'a rappelé la directrice de BFM récemment. Oui, comme a repris la directrice de BFM qui a dit qu'il fallait accompagner le discours officiel. Libération a fait un éditorial mardi de cette semaine pour dire qu'il fallait également, dans les mêmes termes, accompagner le discours officiel et se méfier des discours alternatifs. Et donc, cette déception que j'avais de la presse, que je connais maintenant depuis 40 ans, ne m'a pas surpris, mais parce qu'en effet, la presse aujourd'hui n'est plus un contre-pouvoir. Est-ce que ce qui est apparu là, à travers ce discours apocalyptique, ça a été l'effondrement de la démocratie, à travers l'effondrement de tous les contre-pouvoirs. Alors naturellement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Parlement, le Sénat, qui ont avalisé les mesures successives de sécurité, d'urgence sécuritaire, pardon, je cherchais le mot. Sanitaire. Alors sécuritaire d'abord, puis sanitaire, enfin oui, sécuritaire avec le terrorisme, puisqu'on vit quand même maintenant depuis 2015 avec sous des états permanents d'exception sécuritaire. Et donc on aurait pu s'attendre à ce que la presse joue son rôle de contre-pouvoir, et en fait, et pas avec consternation, la presse s'est couchée également et a avalisé pratiquement de A à Z, avec de rares exceptions, j'en étais une, mais nous n'étions pas nombreux, sans même faire l'effort ne serait-ce que d'exprimer des doutes élémentaires. La presse a sommé de croire. Il y a eu une nouvelle croyance qui a été imposée, qui est la croyance, il fallait dire, je crois en la science, je crois au vaccin. Ceux qui n'y croient pas sont relapses, sont des quasi-sorciers, des charlatans. Rappelez-vous ce qu'on a pu dire de Raoult, par exemple, qui ne voulait pas se plier à ce conformisme-là. Enfin bon, bref. Donc ça ne m'a pas surpris, mais j'ai trouvé désolant et épouvantable même cet esprit sectaire qui s'installait au motif qu'il fallait sauver des vies, donc sur un motif humaniste qui pouvait être défendable naturellement, mais même ce motif humaniste d'apparence était un motif qui n'avait pas été pensé, parce que d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il fallait sauver des vies, mais à quel prix sauver des vies, bien entendu. Et puis pourquoi ériger la vie comme étant une valeur suprême? La vie nue n'a pas d'intérêt. Une vie sans intérêt n'est pas une vie. Et donc il y aurait eu naturellement un grand débat à ouvrir, et les médias auraient pu s'y prêter, à ouvrir pas simplement avec des médecins de plateau, parce que ce sont les médecins de plateau qui ont fait l'opinion, relayant d'ailleurs l'opinion d'abord des laboratoires pharmaceutiques. Ce qui est intéressant à voir, je fais une parenthèse, mais c'est que les slogans de Pfizer ont été repris par les médecins de plateau, qui ont été repris par le gouvernement et qui ont été repris par les médias, donc avec quand même une sorte de mimétisme épouvantable. Donc les médias auraient pu en tout cas au moins engager des débats en invitant des philosophes, des sociologues, que sais-je, enfin des gens qui pensent un peu plus loin que leur thermomètre, pour savoir si la vie valait d'être vécue avec des telles contraintes. Et on a bien vu... Il y en a eu quelques-uns, André Comte-Sponville... Alors, oui, il y en a eu quelques-uns, mais franchement, Bernard-Henri Lévy, Henri Comte-Sponville, quoi d'autre? Qui d'autre? J'en ai 2, 3 peut-être. Quelques autres. Dans les grands noms, effectivement, ils étaient relativement... Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Sinon, ces deux-là qui me viennent à l'esprit, parce qu'effectivement, ils ont été les plus percutants, et ils ont fait un travail utile, mais ils n'ont pas été très écoutés. Et donc, effectivement, il y a eu une sorte d'avachissement, de grand somnambulisme et de grand acquiescement à ce qui, pour moi, a été depuis le départ
une sorte de dictature sanitaire. Naturellement, une dictature avec des guillemets, bien sûr, parce qu'on nous laisse parler. Je ne vais pas me faire arrêter par les flics en sortant. Mais malgré tout, une dictature dans la mesure où il n'a été admis que la parole gouvernementale. Le parti a toujours raison. C'est le slogan des vieux partis communistes, le parti a toujours raison. Et là, le parti macronien a toujours raison. Vous êtes sommé de croire que les vaccins guérissent. Manque de peau, on s'est rendu compte assez vite, en plus, déjà du doute qu'il y avait sur l'efficacité des vaccins, que ces vaccins ne protègent pas. Et non seulement ne protègent pas, mais vous avez même quelques-uns qui disent aujourd'hui que ces vaccins ne servent à rien. Alors, voire même ne protégeraient pas non plus les cas les plus graves. Parce que pour l'instant, le discours est de dire oui, ça ne protège pas, mais ça protège les cas les plus graves. Sauf que maintenant, les variants n'ont pas de cas plus graves. Donc, on continue à vouloir imposer des vaccins comme une sorte de code citoyen qui obligerait, encore une fois, à plier devant l'autoritarisme de l'État, alors qu'il n'y a plus d'objet. Donc on est dans des abus de pouvoir permanents aujourd'hui. Et est-ce que vous qui, depuis bien longtemps, bien avant la crise sanitaire, ferraillez contre une forme de pensée unique, contre qu'elle soit sur le fameux cercle de la raison ou sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la santé, comme par exemple le déni autour de la question de l'islamisme. Est-ce que dans cette pensée unique sanitaire ou ce sanitairement correct, vous avez vu des points communs, les mêmes mécanismes et ou des choses inédites, surprenantes, nouvelles? Non, ça ne m'a pas surpris parce qu'effectivement, ce sont les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que le sanitairement correct est la prolongation du politiquement correct. C'est-à-dire que les fondamentaux sont les mêmes. C'est-à-dire une sorte d'acquiescement, quoi qu'il arrive, à une parole officielle, à une parole d'État. Par paresse, par conformisme, alors c'est difficile à expliquer quelle est la motivation profonde, mais en tout cas, il y a un procès à faire des médias, en l'occurrence, ces mêmes médias ont accompagné avec une même dextérité le politiquement correct, contre lequel je me suis battu depuis maintenant 40 ans, parce que le politiquement correct comme le sanitairement correct, en fait, sont devenus des idéologies. C'est-à-dire qu'une idéologie vous force à croire à voir ce que vous croyez. Et alors, bon, moi, encore une fois, je suis un journaliste. J'ai commencé dans les faits divers. Je suis un journaliste de terrain. Je supporte pas les idéologies ni les idéologues. Quand on me fait le procès d'être un idéologue, ça me fait rigoler parce que je suis tout sauf cela. Et donc, et sur le politiquement correct, sur les grandes questions, par exemple migratoires ou de l'islam, je m'attachais à voir si vraiment tout ce que l'on disait d'une immigration qui était une chance pour la France ou d'un islam qui était une religion de paix et de tolérance, est-ce que c'était vrai dans les faits? Ça ne l'était pas toujours, pas souvent. Et puis de la même manière, sur ces vaccins, je me suis attaché à regarder pourquoi est-ce qu'en effet on interdisait par exemple aux médecins de soigner. Pourquoi a-t-on interdit aux médecins de soigner? C'est tout de même ahurissant, avec des faux procès qui ont été faits, notamment sur cette hydroxychloroquine, dont on nous a dit que c'était un produit qui pouvait même tuer. Ça a été jusque-là. Vous avez Coralie Dubost qui a dit, à un moment donné, la députée qui a dit que c'était un produit qui pouvait tuer. Alors on s'est aperçu que le Lancet qui avait démoli sur place en mai de l'année dernière, je crois. 2020, oui, je vais trop vite. 2020. Ce médicament banal s'est révélé être lui-même une étude bidonnée. Donc voilà, et donc on a menti, on a trafiqué, on a voulu jouer aux intimidations. On a excommunié ceux qui ne pensaient pas dans le discours commun, et donc on a repris les mécanismes du politiquement correct qui, de la même manière, excommuniait, insultait ceux qui ne voulaient pas penser dans les clous, etc. Donc il y a effectivement une grave crise de l'intelligence, parce que pour moi, excusez-moi, je ne veux pas dire par là que je suis plus intelligent que les autres, je veux dire par là qu'il y a la crise de l'intelligence. L'intelligence mériterait que l'on écoute tous les points de vue. Or, de se contenter d'avoir une seule version et de vouloir l'appliquer sottement me paraît être révélateur d'une grave crise de l'intelligence, dans la mesure où les intellectuels, notamment les intellectuels, ne sont pas venus pour nous dire que l'hubris commençait à dépasser la raison. Le cercle de la raison dont se réclame le président de la République était tout à fait maintenant un cercle déraisonnable. C'est un cercle qui nous amène dans des absurdités. Et on voit bien aujourd'hui que le gouvernement s'entête encore maintenant à vouloir vacciner, ne répète le président comme s'il n'avait plus que ça à dire, dans une sorte de dépolitisation du débat. On voit bien son intérêt, naturellement, qui est de tétaniser la population, qu'elle ne pensait à autre chose qu'à se protéger d'un virus qui n'existe plus, dans le fond. Mais donc, on voit bien que c'est une maltraitance des gens, une maltraitance d'un peuple. C'est grave.
Vous avez d'ailleurs des mots très durs pour ces intellectuels en expliquant que le monde intellectuel est devenu une terre aride gagnée par la pensée molle. Pareil aux petits chiots articulés posés parfois derrière la vitre arrière de la voiture, l'élite opine du chef à chaque sollicitation. Les fructueuses controverses qui opposaient jadis Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, Albert Camus ou Maurice Merleau-Ponty se sont transformées en querelles de bains de pied ou de bac à sable. J'acquiesce. Vous vous prêtez pas à ce jeu, vous, parfois, sur CNews, ou même s'il y a des échanges avec une liberté de ton peut-être plus grande qu'ailleurs, le côté café du commerce qu'on lui reproche parfois et le prix à payer. Oui, on peut me faire ce reproche-là, je l'entends. Je fais des reproches aux autres, les autres peuvent bien m'en faire naturellement. Mais c'est un peu différent sur CNews, c'est plus spontané. Et puis, au café du commerce, pourquoi pas. Oui, c'est un peu d'ailleurs le but, c'est-à-dire que c'est pas forcément péjoratif. C'est pas péjoratif, oui, mais moi les conversations de café me plaisent beaucoup. Et là, c'est une sorte de... D'autant plus que vous en êtes privé. En plus, oui. Et là, c'est une sorte de conversation autour d'une table avec des copains qui s'engueulent. C'est plutôt ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est une idée qui marche parce que les émissions de Pascal Praud percent toutes les audiences, et singulièrement de ses concurrents BFM ou LCI. Donc, il a inventé quelque chose. Mais oui, il y a des travers, on peut s'engueuler, mais en tout cas, il y a cette spontanéité que les téléspectateurs reconnaissent, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tous ceux que nous sommes qui viennent autour de cette table sommes à la ville comme dans le studio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiquet. Sur ces 2 ans sur lesquels vous revenez, à mesure que les mesures coercitives sont allées de plus en plus de façon serrées sur la société, il y a eu aussi une musique qui a infusé doucement, peut-être parfois de façon étouffée, silencieuse, qui a quand même largement essaimé dans la société française d'une reprise de conscience que tout cela n'était pas anodin, mais pas si grave, qu'on pouvait revivre normalement avec le vaccin ou pas, enfin, en tout cas que toutes ces précautions étaient sans doute démesurées. Est-ce que vous voyez à l'œuvre aujourd'hui une sorte alors que se profile une sortie de crise, même si en France on est sans doute très en retard par rapport à nos voisins, est-ce que vous voyez venir une sorte de réécriture de l'histoire? Parce que on va nous dire que la vérité du jour n'est pas celle d'il y a 6 mois, qu'on a avancé à tâtons. Est-ce que vous croyez que l'excuse de l'ignorance suffira aux décideurs pour échapper à leurs responsabilités, par exemple? Écoutez, on voit bien ce qui va se profiler, c'est-à-dire que le président va lever les interdits à quelques semaines de l'échéance présidentielle en disant « j'ai été votre protecteur, je suis votre libérateur ». Il va falloir que quand même les médias se réveillent et que les fact-checkers fassent leur vrai boulot de dire que depuis 2 ans, nous avons été abusés par des mensonges d'État, parce que cette fabrique, ces marchands de peur ont vendu des mensonges. Il n'y avait pas une épidémie telle qu'elle nous avait été vendue. Aujourd'hui, les épidémiologistes le disent. Le vaccin ne protégeait pas à 97 ou 98%, je ne sais plus quel était le slogan de Pfizer qui avait été repris par Véran, et ainsi de suite. Et rappelez-vous... Ça a déjà commencé. On nous explique maintenant qu'il n'a jamais été question d'autre chose que de la protection des formes graves. Alors non, que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas vrai. Les premiers effets d'annonce... Dieu merci, les vidéos et les textes sont là. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on remette sous le nez, parce qu'effectivement, ces gens-là n'ont pas de mémoire, qu'ils remettent sur le nez ce qu'ils nous ont dit il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore quelques mois, c'est en juin ou en juillet, le Premier ministre lui-même disait « Celui qui est vacciné 2 fois n'a plus aucun risque d'avoir une maladie ». Il se l'est prise lui-même en accusant sa petite fille de lui avoir donné. Qui n'est pas non plus très élégant de toujours désigner les enfants, parce qu'en fait, ce sont les enfants là-dedans qui ont été les victimes les plus vulnérables, naturellement. On n'a pas le droit non plus de faire peur aux gens, mais on n'a pas le droit en plus de faire peur aux enfants. Donc, il faudra rappeler tout ça si vraiment le président comptait jouer sur sa politique sanitaire, et en effet, il compte le jouer pour en faire un argument électoral. Mais en même temps, je fais malgré tout confiance à l'intelligence collective, si je puis dire. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez beaucoup de Français qui, depuis le 12 juillet, et même avant, tous les samedis, défilent un peu partout dans les rues. Alors, naturellement, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là, comme ils étaient là avec les Gilets jaunes auparavant, pour revenir également et pour marteler qu'une partie de la société ne voulait pas obéir comme ça à un ordre sanitaire en l'occurrence, ou un ordre politique tout court, ou un ordre moral, parce que maintenant on tombe un peu dans une sorte d'ordre moral. Vous avez vu que le porte-parole du gouvernement a dit qu'aujourd'hui il fallait
rompre le contrat social et faire des devoirs quelque chose de plus important que les droits. Préalable en tout cas aux droits. Préalable aux droits. Donc on vire dans autre chose. C'est plus la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est plus les Lumières, ça devient une civilisation à la chinoise, enfin de surveillance, etc. Bref, et je ne sais plus où je voulais en venir en vous disant ça. Oui, c'est sûr, je fais confiance tout de même à la réactivité des gens, je l'espère, parce que je pense quand même que les gens vont s'apercevoir qu'ils ont été dupés, ils ont été trompés, il y a eu un abus de confiance, il y a eu une maltraitance d'un peuple, encore une fois, je me répète, et j'espère, je pense, en tout cas moi je ferai tout pour sonner l'alarme et faire en sorte que ceux qui nous ont ainsi maltraités soient jugés, ne serait-ce que moralement, et peut-être même plus tard jugés face à des juges. Mais le seront-ils électoralement? On est à moins de 3 mois d'un premier tour de l'élection présidentielle. Et en France, on ne s'est jamais aussi peu intéressé, semble-t-il, à une campagne présidentielle qui, jusqu'ici, peine à occuper le premier plan, en dehors peut-être du petit monde des journalistes politiques. Vous, dans cet ensemble de chroniques, mais aussi dans la préface, l'avant-propos, vous avez des mots très sévères pour Emmanuel Macron, que vous accusez d'avoir, vous l'avez dit, instrumentalisé la peur, d'avoir délaissé tous les vrais enjeux de la dépossession, du sentiment de dépossession générale des Français. Et vous pensez, malgré tout, ou vous déplorez, on l'imagine, qu'il sera réélu? Mon précédent livre de chronique, c'était sur les somnambules, la France somnambule. Donc, effectivement, autant j'ai applaudi la réactivité des Gilets jaunes en pensant, alors d'une manière trop optimiste, c'est un petit peu mon travers d'être optimiste, en pensant qu'en effet, les Français s'étaient enfin réveillés, enfin cette société oubliée, et puis on a bien vu que ces Gilets jaunes, immédiatement, avaient repris leurs pantoufles dès qu'on leur a dit que le ciel allait leur tomber sur la tête, et donc les Gaulois réfractaires se sont révélés être des vrais Gaulois, effectivement, ayant peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais en même temps, je persiste à penser que les gens ne sont pas dupes, et moi je veux espérer, et je pense que cela va advenir, que nous traversons vraiment une période révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est une révolution qui s'est engagée à tout point de vue, d'abord avec un effondrement de la démocratie. Notre démocratie fait honte, on en a parlé, on ne va pas y revenir, mais avec cette non-représentation, elle s'aggrave avec cette non-représentation de ce qu'on a appelé la France périphérique. C'est quand même 60%, selon le géographe Guilhuy, 60% de la population qui n'est plus dans les radars. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus comment vivent ces gens-là. Et donc, et d'autre part, avec une démocratie qui est une démocratie d'apparence quand les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus. Donc je pense que cette démocratie-là ne peut plus fonctionner et qu'à moins d'aller s'exprimer dans les rues et dans la violence, il va falloir que les gens s'expriment dans les votes. Et je pense qu'ils vont s'exprimer dans les votes. Et s'ils s'expriment dans les votes, mais là, on le verra bien. Mais je pense que s'ils s'expriment dans les votes, c'est une colère qui s'exprimera. Du moins, je l'espère. Eh bien, merci beaucoup, Yvan Rioufol, d'être venu nous présenter votre journal d'un paria aux éditions L'Artilleur. Un livre qui fera date pour tous ceux qui voudront, espérons que ce sera circonscrit à ces 2 années, mais pour tous ceux qui voudront se retourner sur cette période folle que nous avons vécue et l'analyser à froid pour comprendre et se projeter vers l'avenir. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce défi de la vérité et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.